Les marques de parfum Estelle Khan s'imposent de plus en plus au sein de la diaspora ivoirienne, voire en Côte d'Ivoire. La créatrice est une jeune ivoirienne du nom de Estelle Serigba. Elle nous fait l'honneur de nous recevoir dans ses bureaux dans le 78, histoire de nous faire partager son récit de vie et surtout partager avec nous cette passion pour les parfums, pour les senteurs, comment elle est arrivée à créer cette marque. Elle est parfumeuse. Elle est même allée à l'école pour ça, pour parler de manière prosaïque. Mais avant tout, on va s'intéresser à son récit de vie, à son parcours. Bonjour Estelle. Bonjour Monsieur Guillaume. Comment vas-tu? Je vais bien, merci beaucoup. Super. Parfumeuse, c'est rare qu'on voit ça au sein de notre communauté, non? Bon, je sais pas, mais moi c'est un choix et c'est une passion. C'est venu comment, juste on te demandé? Alors moi, depuis toute petite, je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. Et il y a 3 saisons en France que j'aime beaucoup. L'hiver, le printemps et l'été. Et ma préférée, c'est le printemps. J'étais vraiment curieuse de savoir pourquoi, à cette période clé, poussaient des fleurs. Et quand on était petite, on jouait dans les parcs. Et souvent, je coupais des roses, des fleurs, et j'essayais de sentir, je voulais savoir qu'est-ce que c'était. En grandissant, il y a une émission sur la, si je me rappelle bien, je crois que c'est sur la 2 ou sur la 3, qui s'appelait C'est pas sorcier. Oui. Et là, un jour, on nous a montré comment on fabriquait le parfum. Et c'est là que le déclic vient? Le déclic est venu de là. Donc, je me suis dit, mais je suis tout le temps dans les parcs en train de savoir qu'est-ce que ça peut faire, pourquoi c'est comme... En fait, toutes mes questions, C'est pas sorcier a répondu à ça. Et c'est comme ça a commencé. Je fais un peu le parallèle très souvent avec les artistes qui disent oui, je suis né avec ce talent ou bien je l'ai hérité de mes parents. Et toi, toute petite, tu t'intéressais aux fleurs, au langage des fleurs, au point où tu allais jusqu'à te performer et devenir aujourd'hui parfumeuse. On va en parler en long en large le temps de cette interview, mais on va s'intéresser à ton parcours de vie. C'est le principe de l'émission, on est là pour faire partager les récits de vie. J'aime à le dire, nous sommes tous le fruit de nos épreuves et de nos expériences. Et pour comprendre un peu le parcours d'une personne, il faut aller là où la personne a commencé, quoi. Estelle Khan est née où, est grandie où? Et c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, tu es venue en France à 10 ans. Mais avant les 10 ans, comment s'est passée cette petite enfance en Côte d'Ivoire? Alors, Estelle Khan, à l'état civil, c'est Serigba Estelle. Donc, je suis née en Côte d'Ivoire. Et je suis venue en France à l'âge de 10 ans, par le bien de ma mère. Voilà. Donc, c'est une jeune fille depuis le bas âge qui a été très très courageuse. Parce que ma mère me laissait, j'avais 2 ans, pour venir à l'aventure. J'étais avec ma grand-mère et mon grand-père. Donc, j'appelais mon grand-père papa, ma grand-mère maman. Et quelques années après, ma grand-mère me disait que je devais voyager. Je me dis, mais je voyage, je vais où? Elle m'a dit, tu vas voir où tu vas aller. Elle m'a dit, tu vas aller en France. Bon, je ne savais pas c'était quoi la France. Donc déjà, toute petite, toute jeune, ma grand-mère était commerçante. Je partais déjà à l'école là-bas et après l'école, je soutenais ma grand-mère dans tout ce qu'elle faisait. Elle vendait tout ce qui était du lait devant les écoles, du jus, des choses comme ça. Et auprès de ma grand-mère, j'ai appris l'entrepreneuriat. Et à l'âge de 10 ans, j'ai ma tante. Je ne cesserai jamais de dire son nom. Cette femme, elle s'appelle Isabelle Djeba. Cette femme-là, depuis mon enfance, elle est restée dans mon cerveau. Donc, elle est arrivée de Paris. Et elle m'a prise la main au milieu de mes amis. Et puis, elle m'a dit, viens. Donc, je lui ai demandé, mais tata, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, viens, je vais te parler. Elle me prend, elle me dit, va chercher tes chaussures. Je prends mes chaussures et puis elle me dit, on monte dans la voiture, on s'en va chez ma tante à l'époque qui habite au Remblin, parce qu'on était dans la grande cour de Trècheville, nous on vient de Trècheville. Et elle me met dans la voiture et puis on s'en va chez ma tante qui habite au Remblin, tata Christine qui est sa grande sœur. Donc arrivé là-bas, on me fait les cheveux, on me rend belle et puis on me dit, bah, ce soir tu vas à Paris. J'ai dit, ah bon, mais comment je vais aller à Paris? Elle m'a dit, il y a une dame qui va venir te chercher. Tu t'appelles tant et tant et tant et tant. Cette dame va te mettre dans l'avion. Et quand tu vas arriver le matin, ta maman vient te chercher.
J'ai dit, mais je ne connais pas ma maman, je ne sais pas. Ma maman, elle est restée à Treichville. Elle me dit, non, c'est ta grand-mère, c'est pas ta maman. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, elle me montre les photos de ma mère biologique, de ma vraie mère. Elle me montre les photos et elle me dit comment elle s'appelle, comment elle sera habillée et comment l'avion... elle m'explique un peu tout le parcours. Tout le process, ouais. Tout le process. Et là, j'ai dit, ok. À 10 ans, je devais retenir tellement de choses. Et j'ai fait mon effort, j'ai retenu tout ça. Et Tata Isabelle me prend la main. Oui, donc elle me dit que tu as ton oncle qui t'attend à l'aéroport. Je ne sais pas ce que c'était l'aéroport. Donc arrivé là-bas sur place, je vois mon oncle que j'ai l'habitude de voir dans la cour, qui me dit, voilà ton sac, tu dois partir. J'ai dit, ok, mais je pars toute seule encore. Je répète encore la même chose, je pars toute seule, on me dit oui. Et à un moment, il y a une hôtesse qui vient me chercher, qui me prend la main, qui va m'installer. Et toute seule, j'étais avec mon petit sac en pagne à l'époque, je me souviens. Et je me suis installée, j'attendais. L'heure du départ, ils m'ont installée. J'ai dormi dans le vol, hein, parce que je ne savais pas c'était quoi un vol. À 10 ans, tu voyages toute seule. Donc du coup, je suis arrivée le matin. Et l'hôtesse m'a conduit jusqu'à la sortie. Elle m'a dit, ta maman vient te chercher. Bon, j'ai dit ok. Donc à la sortie, je suis debout, j'attends une femme qui s'appelle ma maman. Elle s'appelle Taou Adeline. Donc j'attends. Je regarde à gauche, à droite, je vois personne. Je suis là. Je vois une dame qui est devant moi. Et là, je me suis souvenu de ce que ma tante m'avait dit, qu'elle était habillée de telle manière et tout ça. Et c'est là que je l'ai vue. Je l'ai approchée. Et je lui ai dit, bonjour madame, c'est moi Estelle. Tout de suite, elle a fondu en larmes. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle ne m'avait pas vue depuis l'âge de 2 ans. Ouais. Et un récit qui te ramène tout de même plus de 20 ans en arrière. Ouais. Parce que tu avais 10 ans, c'est que là tu es dans la trentaine. J'ai 36 ans. 36 ans. À 36 ans, lorsqu'on relate un tel vécu, qu'est-ce que ça éveille comme souvenir? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Parce que là, j'ai failli pleurer, là. Tu visualises au fait l'image où toute petite tu arrives comme ça à l'aéroport. À l'aéroport. 8 ans après, tu retrouves ta mère. Pour la première fois, je vois ma mère. Et beaucoup d'émotions, oui, beaucoup d'émotions. C'est clair. Et là, l'insertion, l'intégration dans la vie française va commencer pour toi? Tout à fait. Tu commences à aller à l'école certainement. Comment ça se passe le cursus scolaire? Alors, quand on est rentré à la maison, bien sûr, elle habitait dans le 14e avec sa grande sœur. Moi, je ne devais pas rester là pour aller à l'école. Donc, je devais retrouver mon papa à Paris. Celui qui m'a reconnu, celui qui a pris soin de moi aussi depuis le début. Et parce que moi, je n'ai pas connu mon vrai père. Voilà. Depuis ma naissance, je ne sais pas qui est mon père. Avec le temps, ils m'ont parlé de mon père, mais bon, ça m'a plus intéressé. Donc, celui qui m'a reconnu comme papa, je devais aller chez lui, je devais aller vivre chez lui, donc il vit à Orléans. Donc, M. Cériba Vincent. Donc, j'ai fait une semaine avec maman, le temps de passer un peu de temps en famille et tout ça. Et j'ai été inscrite à Orléans pour la première fois. Donc j'ai été inscrite directement en classe de 6e. Voilà. Normalement, je devais faire la primaire, mais l'année était déjà terminée. Donc j'ai fait les cours de rattrapage à la mairie. Et à la rentrée de septembre, je me souviens, je suis rentrée en classe de 6e. J'étais au collège Alain Fournier. Ok. Où tu restes jusqu'en quelle classe? Alors, je reste à Orléans avec papa de la 6e jusqu'à la 4e. La 6e jusqu'à la 4e. Et à la 4e, maman, elle déménage, elle trouve un endroit à Paris, dans le 17e. Donc, je viens faire ma 3e au collège, comment ça s'appelle dans le 17e? Le lycée-collège Honoré de Balzac, qui est à Port de Clichy. Voilà, donc après la 3e, j'ai fait un choix pour faire un BEP secrétariat. Parce qu'en ce moment, je ne savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans le médical, en fait. Donc j'avais choisi un BEP secrétariat et j'ai été affectée dans le 19e au lycée Armand Carrel. Pour détendre un peu l'atmosphère, quand on vient à 10 ans en France,
je ne sais pas, c'est vous qu'on appelle très souvent les wesh, je crois, au moins, pour arracher un petit sourire, parce que j'ai vu que là, il y avait trop d'émotions. Comment est-ce qu'on grandit quand on est wesh? C'est vrai que là, tu as grandi à Orléans, après dans le 17e. Ouais. Une wesh, le prototype de la vraie wesh, elle grandit comment? Alors, bon, moi, je dirais pas wesh, mais je dirais, très souvent, on nous appelle les enfants de cité. Mais moi, j'ai eu la chance de grandir à Paris. Mais à Paris, la plupart de mes amis venaient de Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'était des cités. Donc, le prototype des wesh, c'est tout simple. Au fait, les jeunes filles, on s'habille basket, jogging. Et les garçons, pareil. On a notre délire à nous, on a nos milieux à nous, qu'on aime bien fréquenter. Mais moi, très tôt, j'ai choisi mon chemin. Très tôt, je savais déjà ce que je voulais. Quand tu dis, vous avez votre délire à vous, c'est quoi les délires des jeunes filles de cet âge et de cet univers existentiel, c'est quoi vos délires? Alors, nos délires, c'est quoi? C'est fumer, moi je fume pas. Se doper ou bien, je sais pas, les shit et tout ça, rester dans la cité, faire tout ce que vous voyez à la télé. Mais bon, pas forcément, tout le monde fait pas ça, mais je veux dire que des filles de cité ou des jeunes gens, on aimait beaucoup, en tout cas nous on aimait beaucoup se balader du côté Châtelet, aller faire les bagarres en troupe, les choses comme ça. Mais moi très vite j'ai choisi mon chemin. J'ai choisi mon chemin, je ne voulais pas rester en cité, je ne voulais pas être une fille de cité, je ne voulais pas ressembler à... En fait je ne voulais pas avoir cette étiquette au fait sur moi. Du coup non. Comment on fait? Ça se passe, c'est dans le mental ça se passe, ou comment on fait pour pouvoir se soustraire de toutes ces influences-là et se tracer une voie, on va dire, normale, en griffe? C'est tout simple, c'est un vécu. Parce que quand tu sais d'où tu viens, derrière moi, j'ai laissé l'amour de ma vie, qui est ma grand-mère et mon grand-père. Et quand je suis arrivée, le premier jour, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on compte sur toi, en guéret. Parce que moi, j'arrive encore à parler guéret. Ils m'ont dit qu'on compte sur toi, que tu es notre Dieu. Donc, étant ce petit Dieu, je m'empêchais de faire beaucoup de bêtises, au fait. Je me dis, je dois réussir pour ma grand-mère et pour mon grand-père. Du coup, j'ai choisi mon chemin très tôt. Les personnes qui me connaissent, les personnes qui m'ont vu étant jeune, peuvent en témoigner. Je suis très différente de beaucoup de gens. Voilà, donc au lieu d'aller me balader peut-être à Châtelet, ou aller suivre les amis pour aller faire les bagarres entre collèges, entre lycées et tout ça. Moi, je partais sur les Champs-Élysées. Je partais sur les Champs-Élysées, je me baladais, je regardais les grands magasins, je regardais les touristes, je regardais la vie, je regardais beaucoup de choses, en fait. En fait, tu avais tes fréquentations à toi, qui reflétaient quelque part tes ambitions, tes rêves. Mes rêves. Donc, du coup, je me suis retirée très vite de mes amis de l'école. Très vite. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à faire des petits boulots comme garder les enfants après l'école à partir de 16 h. Donc, je gardais les enfants, je gagnais à l'époque en francs. Non, on n'était plus en francs. Là, je gagnais peut-être 100 € ou 150 €. Et je préférais aller boire un verre sur les champs. C'était un peu choquant quand même pour les membres de la famille qui ont pensé que je me prostituais. Mais au fait, moi, j'avais compris au fait quelque chose. Quand tu veux quelque chose, va où se trouve ton bonheur. Voilà, j'ai une mamie qui me disait toujours, quand tu arrives sur un arbre, mange le fruit de l'arbre. Ne quitte pas l'avocatier pour aller manger la mangue. Donc moi, pour moi, la réussite se trouvait chez l'homme blanc. Voilà, et pour moi, la réussite, c'est les Champs-Élysées. À l'époque, je me disais, c'est la plus belle ville de Paris, tout se passe là-bas, c'est là-bas tous les stars passent. Comme si tu veux voir Michael Jackson, va sur les champs. À l'époque, moi, j'aimais bien Jennifer Lopez, j'aimais bien Ja Rule. Tous mes artistes que moi j'aimais passent là-bas. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire à Châtelet ou bien faire les bagarres en troupe? Je préfère aller regarder. Vu que tu en parles, tu as eu la chance de rencontrer quelques célébrités lors de tes balades sur les champs, à cette époque-là? Oui, à cette époque, souvent quand il y avait la Fashion Week, j'ai rencontré, à l'époque, j'avais rencontré Usher. Ok. Qu'on aimait bien, c'était ma génération. J'ai rencontré aussi Lara Fabian à l'époque. Et aussi, j'avais rencontré la Miss, elle s'appelle Sonia la Black. Sonia Rolland? Sonia Rolland, voilà. Ok. C'est clair que là, par rapport à ce que tu es en train de dire, ça m'amène à faire une réflexion. On dit très souvent pour s'intégrer
c'est un débat hein, quelque part. On s'est dit, bon, c'est mieux d'aller dans le milieu européen. Ça permet d'avoir de bons contacts et pouvoir se positionner. Donc, ça a été toi, ta manière de voir la vie, de te positionner quelque part, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est pas forcément l'homme blanc, en fait, c'est l'intégration. C'est l'intégration, il faut s'intégrer quand on arrive quelque part. Il faut comprendre le fonctionnement du bon citoyen de ce pays. Il faut aussi apprendre leur culture. Parce que quand on parle de parfum, on parle de Grasse. Grasse, c'est où? C'est la France. Non, t'inquiète. Voilà. Je sais que tu as hâte de parler de ta passion. Je suis pressée. Les parfums Estelle Kahn, on va en parler. Je t'ai dit tout à l'heure, ça va faire au moins 3/4 d'heure qu'on va en parler, ou bien une demi-heure, on va consacrer cela au parfum Estelle Kahn. Mais là, on est en train de s'intéresser à des thématiques qui peuvent intéresser des personnes, de savoir que c'est une jeune dame qui est arrivée au lieu de rester dans la communauté, mais elle a voulu s'intégrer en allant vers d'autres milieux. Et cela lui a permis de pouvoir se positionner là où elle est aujourd'hui. On est très heureux, on est très fiers de ton positionnement. Être parfumeuse ivoirienne, je le répète encore, c'est pas légion. Et toi, tu es dans ce secteur, tu es dans ce segment. On est très fiers. On va s'intéresser davantage à ton parcours. Du coup, tu arrives, tu fréquentes des milieux comme les Champs-Élysées, tu vas dans les milieux européens. Quelles sont les belles rencontres que tu fais dans ces milieux? Ma plus belle rencontre, ça a été une jeune fille, au fait, que j'ai rencontrée. J'étais en train de boire un verre et elle aussi, elle était en train de boire son verre. Et on était toutes les deux seules dans l'endroit et on a commencé à échanger. Elle me demandait qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie. Je lui disais que moi j'aimais beaucoup voyager, j'aime tout ce qui est luxe, j'aime tout ce qui est senteur. Donc très souvent quand je viens, je me mets devant la parfumerie Chanel ou bien je vais du côté de Louis Vuitton, du côté des parfums. Donc en fait, je viens faire la lèche vitrine quoi, en gros. Donc elle aussi, elle est un peu comme moi, elle est passionnée, elle aimait aussi voyager et tout ça. Et à cette époque, on s'est liés d'amitié. Et elle m'a invité à une soirée un jour, une soirée privée VIP. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la nuit des VIP françaises. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la nuit VIP française? On est curieux de le savoir. Oui, on retrouve des grands couturiers, on retrouve des artistes, on retrouve des jeunes filles, des mannequins. En fait, la vie que j'ai toujours rêvée, quoi. On retrouve des stars, des gens, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens qui sont déjà à un autre niveau de vie. Et à mon jeune âge, j'avais quel âge? J'avais déjà 21 ans, 22 ans. J'étais déjà rêveuse, je me voyais déjà comme eux. Je me disais, mais waouh, le jour que je serai comme toi. Je voyais déjà même des parfumeurs de niche. Je voyais aussi des jeunes stylistes et tout ça, des footballeurs à l'époque aussi. Et j'ai commencé à moi-même me faire des contacts via cette personne. Et j'ai commencé à aller dans des soirées privées, dans des lieux où j'avais le droit de rentrer par rapport à telle personne. Voilà. Donc en gros, si tu veux, je suis rentrée dans le réseau. Ces rencontres ont forcément, on va dire, attisé davantage cette passion que tu as pour le parfum, que tu as tué pour le parfum. Mais le temps d'ouvrir ce champ d'échange autour du parfum, lorsque tu fais ton cursus scolaire, que tu fais la formation en secrétariat, après tu travailles en tant que secrétaire ou comment ça se passe, ton insertion professionnelle? Alors moi, après mon parcours, j'ai pas travaillé en tant que secrétaire médical. Parce que arrivé au moment, c'était pas ça. C'était pas ça. Donc j'ai commencé en tant que serveuse sur les bateaux parisiens. Et dans mes soirées, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai fait une rencontre. Et cette rencontre-là m'a permis de connaître l'Asie. Donc c'était la Chine. Mon premier voyage, on était en 2011, où je rencontre une personne, un monsieur qui devient mon chéri. Il m'invite à Hong Kong, parce qu'il est dans le monde des affaires. Il m'invite à Hong Kong et il y avait un séminaire et c'était une marque de parfum qui faisait son lancement et sa présentation à Hong Kong. Donc je participe à ce séminaire et à partir de là, je me suis dit, Estelle, c'est le moment. Donc ma première question, c'était de savoir comment on fait le parfum. Comment on commence, parce que le créateur était là, il y avait toute l'équipe, il y avait tout. Et je me suis rapprochée moi-même. Parce que j'ai une chance, c'est que je suis audacieuse. Voilà, je suis quelqu'un qui
qui fonce au fait. Quand je veux quelque chose, je vais chercher. Je n'attends pas qu'on vienne me donner. Donc, je me rapproche dans la soirée. Après le lancement, il y a un cocktail, bien sûr. Et pendant le cocktail, je me rapproche de ce parfumeur à l'époque. Je ne citerai pas le nom. Je me rapproche et puis je pose des questions. Je dis, mais écoute, tu es d'où à Paris? On m'a raconté un peu, mais les parfums sont fabriqués où? Il me dit la ville. Je lui dis, mais comment ça se fait? J'ai posé mes questions et tout ça. Et j'ai pris la carte de visite. Et après ce séminaire, nous, on a continué à Pékin. On a continué à Pékin où l'homme avec qui j'étais était dans le textile. Donc il est entre Dakar et la Guinée et la Côte d'Ivoire. Donc du coup, il m'a dit, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? J'ai dit, je vais entreprendre, je vais faire des affaires. Parce que quand j'étais petite, ma grand-mère m'avait déjà appris à vendre, à garder de l'argent, à multiplier l'argent. Parce que quand on vendait, elle me disait, si on gagnait un plus, on garde le plus et ce qui reste, on va réinvestir et tout ça. Donc dans mon patois, au fait, donc c'est resté. Donc il me dit, alors, moi, comme je suis dans le textile, qu'est-ce que je peux faire? Vu que je travaille avec des usines déjà, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, ce que tu peux faire pour moi, c'est laisse-moi le temps, je vais aller regarder ce qui marche, ce qui est tendance en ce moment en France dans tout ce qui est textile, et on pourra reproduire ça pour que je parte à Paris pour aller revendre. Donc je reviens à Paris, je crée ma société auto-entrepreneur à l'époque, et je vais à la mairie, je demande à vendre sur les marchés parisiens. Donc, sur les marchés, qu'est-ce que je fais? J'arrive, par exemple, sur le marché de Bondy et je demande vous savez, il y a les Pakistanais, il y a plein de vendeurs. Et je vais leur demander, je dis, écoutez, moi, je vais en Chine, je connais la Chine, je peux aller chercher tel nombre de textiles et je peux venir vous revendre. Et comme ça, je me suis créé au moins 5-6 contacts qui me passent des commandes, des choses tendances. Et moi-même, je vais sur la Chine, je fais produire et je ramène. Et moi-même, souvent, j'avais des places que je payais. À l'époque, marché de Bondy, je payais 20 € la place. Et j'ai installé mes stands. Et je prenais mon petit frère, à l'époque, il avait 17 ans, Daniel. Je le prenais pour qu'il reste avec moi pour vendre quand j'ai fini de faire ma livraison et tout ça. Voilà, donc j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur dans le textile. Voilà. En tout cas, vous l'avez remarqué, on a en face de nous une entrepreneure en puissance. Et lorsqu'elle parle de son parcours professionnel, de pas mal d'expérience, avec tellement de détachement, tellement de modestie qu'on l'écoute voilà, avec beaucoup d'émotion. Mais je note que le point de départ par rapport à la parfumerie, c'est ce voyage en Asie. Ah ouais, à Hong Kong, oui. Tout à fait. Et lorsque tu viens de ce voyage, au-delà de ce que tu te sois lancé dans le commerce des textiles et autres, cette passion te rattrape. Et c'est à quel moment tu fais le grand saut? Là, on est dans le chapitre maintenant qui te passionne, dont tu as envie de parler. Et ça commence comment tout ça? Alors, donc je me suis lancée dans le textile, mais je n'ai pas abandonné parce que j'avais la carte de visite. Et j'ai rappelé ce parfumeur. Le parfumeur que tu avais rencontré en Asie, justement, que tu ne veux pas citer? Non, je vais citer. Ok. Donc je rappelle ce parfumeur et puis je me représente. Et puis il me dit, envoie-moi un email et puis explique-moi un peu ce que tu veux qu'on fasse. Donc je lui envoie un email et tout, je lui raconte un peu ce que j'aimerais. Dans le mail, c'est tout simple, hein. Je suis curieuse, je veux savoir d'une rose, comment on arrive à une huile essentielle. En fait, j'avais beaucoup de questions à poser, c'était vraiment, donc il m'a dit... Tu t'intéresses au champ sémantique, voilà, de tout ce qui est parfumerie, ouais. Ok. Donc du coup, il avait son atelier dans le 16e et il m'a dit de venir dans son atelier et on allait essayer, il allait me montrer un peu ce qu'il fait, on allait faire un petit truc ensemble. Donc je vais le voir et tout, et puis je vois son atelier. Quand j'arrive dans l'atelier, je vois des choses merveilleuses. Déjà quand tu rentres ensemble, ça sent tellement bon et tout ça. Donc il m'explique un peu, bon, par exemple ce petit truc là c'est une huile essentielle, ça s'appelle une pipette et tout, ça s'appelle ça s'appelle ça, donc il me raconte un peu tout. Et puis je lui demande, mais si je veux me former ou je veux faire des ateliers, comment je peux faire, je peux aller où? Et c'est là où il me sort le secret, il me dit les parfums sont fabriqués à Grasse. Donc à Grasse, c'est une ville française où est né tout ce qui est parfumerie.
Voilà, donc c'est la capitale. Grasse, c'est dans le sud de la France. C'est dans le sud, ouais, c'est non loin de Nice. La Côte d'Azur. C'est ça. Donc c'est la capitale. Saint-Laurent-du-Var, à côté, enfin. Tout à fait. Donc c'est la capitale mondiale du parfum. Et là, ils me confient à une maison de parfum là-bas pour que je puisse aller faire mes ateliers, pour que je puisse aller voir si éventuellement ils peuvent me trouver quelques petites formations. Puisque normalement, pour travailler dans la parfumerie, il y a plusieurs branches. Il y a un bac pro, il y a un BTS, il y a des masters. Il y a beaucoup de choses au fait. Donc dans la parfumerie, il y a beaucoup de branches. Donc pour des passionnés comme nous, en fait, on a des formations un peu pas comme les autres, en fait, voilà. Donc du coup, ils me donnent une adresse et là, c'est la première fois que j'arrive à Grasse, on est en 2015. Parfait. Je vous donne le tuto, hein. Là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, je le répète encore, elle est parfumeuse, elle a une marque de parfum. La marque de parfum, c'est Estelle Khan. C'est-à-dire pour devenir parfumeuse, elle est passée par une formation. La fabrication, tout le processus. Elle va vous donner tous les détails. Donc, du coup, tu arrives à Grasse. J'arrive à Grasse avec le contact qu'on me donne pour la première fois. Donc, en fait, c'est une usine de production qui fait des parfums pour plusieurs marques, en fait, que tout le monde connaît. Et là, j'arrive, il me confie à Sophie. Sophie, c'est celle qui s'occupe de tous les passionnés, parce qu'ils avaient un atelier. Donc je suis arrivée, Sophie prend soin de moi, elle me montre un peu comment ils fabriquaient un parfum, comment eux ils travaillaient, tout ça. Et le lendemain, quand j'ai pris mon hôtel, le lendemain, il m'envoie pour la première fois dans un champ de parfum, donc dans un champ de roses. Donc c'est là où je comprends, pour commencer à faire un parfum, il faut la cueillette. Et il y a des saisons. Donc, en cette saison... D'où la référence au printemps tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Ouais, on te suit, hein. Oui. Donc là, je rentre vraiment dans mon univers. Et là, je rentre pour la première fois dans un champ de lavande. Je rentre dans des champs de roses. Je rentre dans des champs de, comment on appelle, de jasmin. Et là, j'étais là, je dis, waouh, bravo. Toutes ces fleurs qui servent à faire du parfum. Oui, voilà. Et donc, on a la cueillette. Après la cueillette, on a la distillation. Donc la cueillette, tout de suite, dès que la plante a été prise, il faut pas rester 1 heure. Dès qu'elle est prise, faut l'emmener à la distillation. Donc la distillation, c'est des machines en fait qui extraient les molécules des plantes à parfum. Donc en ce moment, c'était les roses blanches. Donc on a accueilli les roses, j'ai participé un peu, on a accueilli et puis on est parti à la distillation. Quand je suis arrivée à la distillation, j'étais émerveillée parce que c'est des gros trucs comme ça, c'est des grosses machines et c'était des tonnes de fleurs que les artisans avaient déjà cueillies et tout ça. Et sur place, ils te mettent tout dedans, dans les grosses cuvettes et tout, avec la chaleur et tout. Et là, tu vois quelques gouttes qui tombent. Donc là, c'est les molécules, c'est l'extrait de la rose qui va se retrouver dans une petite bouteille comme ça, qui part directement à l'usine, donc les laboratoires. Et une fois là-bas, eux, ils font tout ce qu'on appelle le mélange avec l'alcool et tout ça pour pouvoir créer un parfum. Super. Nous sommes en pleine immersion dans l'univers des parfumeurs. Notre invitée est Estelle Khan. En même temps, son nom porte sa marque de parfum qui est Estelle Khan. Sinon, à l'état civil, c'est Serigba Estelle. C'est vrai qu'après cette immersion, après cette belle expérience à Grasse, tu t'arrêtes pas là certainement. Tu vas te former. Comment ça se passe? Donc là, c'était juste mon premier voyage olfactif, on va dire. Donc après tout ça, je rentre à Paris, je me dis, bon, au lieu de continuer dans le textile, il va falloir me former, il va falloir rentrer dans le but du sujet, il faut savoir comment on crée une marque de parfum. Voilà. Donc, étant déjà là-bas, on me donne quelques adresses et tout, parce que vous savez, pour rentrer dans la parfumerie, on a tout un processus à suivre. Donc, on a une formation de base. Après, on a une formation encore en laboratoire. Et après, on a la réglementation. Et après, on peut passer à la pratique, mais il faut faire certains stages et tout. Parce que quand tu fais un produit, il faut que ça soit validé avant. Et cette formation a duré combien de temps? Alors, ma première formation, elle a duré 6 mois en alternance. Voilà, donc je partais un peu à Grasse, mais je restais aussi chez moi.
je fais la formation. Donc avant de parler de formation, je vais me renseigner. Et ma première formation coûtait 6 000 € à l'époque. Et j'avais pas 6 000 €. Alors qu'est-ce que je devais faire? Je reviens à dire merci à toutes ces femmes battantes africaines ici en France qui font des tontines. Voilà, donc pour ma première formation, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise dans une tontine. Dans une tontine où je devais récupérer, je crois à l'époque, 12 000 €. Donc ces 12 000 € m'ont permis pour la première fois de payer ma formation pour pouvoir me former dans la parfumerie. Donc moi j'ai commencé avec la formation toute simple qui s'appelle les parfums naturels. Voilà, donc j'ai commencé avec ça. Donc j'ai fait 6 mois en alternance et j'ai payé ma première formation comme ça. Et pour créer sa marque de parfum, on passe par un organisme en fait qui nous guide comment créer sa marque de parfum. Et j'ai fait une formation aussi par rapport à ça. Et après ma formation, on t'apprend comment calculer le prix de vente de ton produit, c'est-à-dire de la fabrication, des fournisseurs, des flacons. Parce que vous savez, dans la parfumerie, je vais vous montrer ça. Ça se fabrique à part. Ça se fabrique à part. Et le flacon... Tous les consommables, chaque consommable est fabriqué de manière distincte. Okay. Donc du coup, on a des formations personnalisées où on nous montre chaque fournisseur de chaque produit, où on nous montre aussi d'où sortent les huiles essentielles, vers quel meilleur fournisseur il faut se tourner et vers quelle maison de production où il faut se tourner, parce qu'on ne peut pas avoir un laboratoire sans être agréé. Et en ce moment, moi, je n'avais pas encore mon agrément pour pouvoir avoir un labo. Donc, je me fais fabriquer à Grasse dans une maison de production. Mais ensemble, on devait décider tout. Et une fois que c'est validé par la réglementation, on pouvait lancer le produit. Voilà, donc j'ai fait tout ce processus jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, là où j'étais prête, c'est là où j'ai lancé ma première marque de parfum. Le 8 août 2020 sur les Champs-Élysées, après tout ce parcours en fait. Parfait, en tout cas un parcours inspirant. On voit tous les sacrifices que tu as fait. Tu as donné l'exemple éloquent des tontines, ça va inspirer d'autres personnes, à savoir que voilà, il faut partir de ces petits regroupements sommaires où on s'entraide pour pouvoir monter son business. Il ne faut pas attendre forcément un financement quelconque, mais avec la volonté et cette passion dont elle déborde, elle a pu mettre son business en place. Tu lances donc ta marque de parfum Estelle Khan en 2020. La suite, c'est quoi? Alors donc je lance, je sors 10 senteurs parce que j'avais ma vision à moi. Ma marque de parfum, elle est bien évidemment européenne, mais je visais l'Afrique. Je visais l'Afrique, je me suis dit en tant que parfumeur français, en tant que quelqu'un qui a une passion, j'aimerais la partager avec des personnes qui n'ont pas la culture du parfum par exemple. Donc j'avais visé, en tant qu'Ivoirienne, j'avais visé la Côte d'Ivoire pour aller partager ma passion. Donc je sors ma marque de parfum en 2020 ici à Paris. Je sors 10 senteurs, donc je pars des parfums boisés, fleuris, aux parfums gourmands. Et je cherche à savoir ce que les Africains aiment porter comme parfum. Donc après le lancement ici à Paris, je crée un site internet, j'avais mon bureau à Montparnasse où je pouvais recevoir des personnes. Donc on a des pages Facebook, Instagram et tout ça, donc on travaille, en fait on fait la vente en ligne. Mais j'ai décidé comme ça d'aller en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour voir comment m'approcher de ce public, de ces personnes et leur parler de ma passion. Donc en fin 2020, j'arrive à Abidjan, je crois en septembre, après le lancement en août. J'arrive à Abidjan et je demande des contacts, au fait. Je demande à des personnes qui vivent à Abidjan, à des personnes qui sont dans le milieu et tout. Je leur dis, écoutez, moi j'ai une passion et j'aimerais la partager. Donc en fait, je ne viens pas en tant que parfumeur vendeuse, mais je veux venir parler de parfum, je veux venir montrer. Tu fais partager ton expertise, au fait. Tout à fait. Et je rencontre une journaliste et tout qui m'aide. Et ensemble, on fait un premier showroom, on fait une petite vente privée où on invite une vingtaine de personnes à venir déguster, à venir sentir les produits que j'avais sortis. Et j'ai vu que ça avait bien marché.
J'ai vu que ça allait bien marcher, qu'ils étaient intéressés et tout. J'ai eu quelques contacts. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, au lieu d'ouvrir ici, je vais ouvrir en Côte d'Ivoire. Ouvrir une boutique physique, voilà, une boutique en Côte d'Ivoire, à Abidjan d'Ivoire. précisément. Ouais. Voilà. Donc en 2021, j'ouvre la boutique et puis je fais un lancement aussi en 2021. Et là, vraiment, on a eu vraiment beaucoup de monde. Les gens sont venus. Et jusqu'à présent, bah, écoutez, la marque a fait son chemin. Bravo. Merci. La marque a fait son chemin et nous, modestement, on essaie d'apporter aussi notre modeste contribution à travers cette interview et cette lucane. Et j'ose espérer qu'à partir de cette interview, vous allez quand même faire monter en puissance le business de Estelle Seriba. Elle le mérite parce qu'elle se bat pour quelque chose qu'elle aime déjà. C'est sa passion. Depuis toute petite, elle a toujours aimé les senteurs. Aujourd'hui, elle est parfumeuse. Je le répète encore une fois de plus, Estelle Seriba est parfumeuse. Il ne faudrait pas que cela prête à confusion. Elle n'est pas vendeuse de parfums. Voilà, je le dis de manière relâchée, elle est parfumeuse. Elle a une marque de parfum. À l'instar de ces grandes marques qui se sont créées un jour et qui ont eu le soutien de leur communauté. Je pense qu'à travers cette lucane que nous offrons modestement, vous allez lui donner de la force de sorte à ce que cette marque de parfum qui est créée par une Africaine, une Ivoirienne d'origine, de sorte à ce qu'on puisse vraiment la pousser davantage. C'est vrai que là, la marque s'impose de plus en plus au sein de la diaspora, mais il faudrait qu'on lui donne davantage de force. Donc du coup là, tu es parti en Côte d'Ivoire, tu as ouvert une boutique physique. Je suppose que tu n'es pas resté longtemps, ou bien la boutique physique elle est encore en place à Abidjan? Alors, comme je suis partie à Abidjan, j'ai ouvert la boutique physique et la boutique existe toujours. Okay. Donc, après le lancement, on a commencé à communiquer. Donc, on est à la 7e tranche du côté de Alpha Blondie, pas très loin. Et on continue. Café de Versailles, c'est ça? Le café de Versailles, tout à fait, c'est là. Voilà, bon, je ne sais pas trop bien indiquer parce qu'au moment j'avais du mal, mais les vendeuses et les gérantes gèrent ça très bien. Donc la marque de parfum Estelle Can Paris, mon slogan à moi, c'est toujours à la recherche du parfum qui vous ressemble. Donc les parfums qui ressemblent aux gens comme moi. Aux gens comme moi. Quand je dis aux gens comme moi, bah, je suis black. Donc aux gens comme moi. Voilà, donc j'essaie toujours de rechercher les produits qui peuvent coller avec la chaleur. Parce que bon, j'ai vu mon pays, il fait très chaud. Et j'ai vu aussi la vie de là-bas. Donc là, j'ai même un projet de faire des produits, de faire un parfum pour des personnes, par exemple, qui vivent en moyenne un salaire de, on va dire, 50 000 à 100 000 qui ne peuvent pas s'offrir un vrai parfum. Parce que moi, je fais de l'eau de parfum, je ne fais pas de l'eau de toilette. Donc, ils peuvent s'offrir un vrai parfum pas très cher. Voilà. Donc, mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire reconnaisse mon talent, reconnaisse ce que je fais et que j'ai cette visibilité, enfin, que je recherche pour pouvoir parler de mes produits et parler de ma passion. C'est vrai que ta cible, elle est essentiellement, on va dire, plus ou moins africaine, parce que tu te positionnes sur la Côte d'Ivoire, sur des pays africains, mais il faut dire que tes parfums sont portés aussi par des Européens. Mes parfums sont portés par les Européens. Je vais vous parler un peu de pourquoi je suis allée vers l'Afrique. Quand je me suis formée, mon mentor, mon professeur m'a dit, écoute Estelle, dans ma formation, tu étais la seule black. Donc du coup, ce projet-là, je préfère que tu le portes pour l'Afrique. Parce qu'en France, le parfum, en Europe, il y a beaucoup de parfumeurs. Mais en Afrique, il n'y a pas beaucoup de parfumeurs. Pourquoi tu ne vas pas conquérir l'Afrique avec tes produits? Pourquoi tu ne vas pas partager cette passion en Afrique? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de revendeurs, il y a beaucoup de faux produits là-bas. Pourquoi tu ne vas pas t'installer et conquérir ce marché ivoirien ou africain? Voilà, donc ce conseil de... Autant le point de départ de lancement, on va dire, de cette passion a été l'Asie, on ose espérer que le point de départ de la conquête de l'Afrique avec ses parfums va partir de cette interview, c'est notre souhait le plus ardent. Tout à l'heure, tu parlais des senteurs. Lorsqu'on parle des senteurs, ce sont tes différentes déclinaisons de parfums, les différents noms, je crois. Et tu en as combien à ce jour dans ton catalogue? Alors, à ce jour, j'ai 10 senteurs. J'ai 10 senteurs que j'ai sortis. Donc, j'ai 4 parfums hommes et j'ai 5 parfums femmes. Dont un parfum mix parmi les 5 parfums femmes. Les quelques noms. Là, je tiens, quoi là déjà? Estelle Can Paris, Blue Mood. Blue Mood, c'est un parfum homme. Ok. Voilà. Bah, je peux, hein? Oui, bien sûr. Voilà, on va essayer de... Blue Mood. Allez, les gars, je fais juste
Je pratique en même temps, ça sent très bon. Blue Mood, Estelle Khan Paris, un parfum de 100 ml. Et ce parfum, on peut l'avoir à combien? Alors, il est à 62 € sur le site. Okay. Abidjan, il est à 35 000 francs CFA. Les gars, c'est à la portée de toutes les bourses. Parfum 100 ml. S'il vous plaît. Et il tient 24 heures. En tout cas, ils sont très bons. Merci beaucoup. En plus de Blue Mood, on a quel autre parfum? On a Chevalier. Ok. On a Gardel. On a Gentleman. Ça, c'est les parfums hommes. Et le parfum mix, c'est un parfum que j'ai appelé Royal parce que c'est un parfum épicé. J'ai remarqué qu'en Afrique, ils aimaient bien les parfums un peu de l'Orient et tout ça. Donc, j'ai fait un parfum épicé. Ah, ça sent très bon, hein, sincèrement. Que j'ai appelé Royal. Donc, chez les femmes, j'ai un parfum que j'ai appelé Aime-moi, Précieuse, Approche-toi. Voilà, des parfums, des noms un peu... Avant de s'intéresser aux histoires peut-être qui pourraient se cacher derrière tous ces noms de parfums, oui. Là, je me suis parfumé tout à l'heure. Bon, moi, je ne suis pas parfumeur, hein, les gars. Mais si tu dois me parfumer, comment ça se passe? Avec la gestuelle et le mode opératoire qui va avec. Ouais, c'est clair que quand je le faisais tout à l'heure, tu as dû te dire, mais attends, là, c'est un produit de luxe. Regarde comment est-ce qu'il le met. Non, on est blédard, hein, les gars. Non, bon, vas-y, on va voir. Tout à fait. Déjà, le parfum ne se met pas dans les mains parce que vous avez déjà la transpiration. Merci, voilà. Merci. Donc, c'est pour ça qu'on vous sert toujours sur une pipelette. Donc, voilà, on vous transmet un peu parce qu'il ne faut pas trop s'approcher parce qu'il y a beaucoup d'alcool souvent. Voilà, on vous transmet, vous allez sentir tout doucement. Voilà. Ok. Voilà. Et quand le parfum vous plaît, c'est tout simple. Pour se parfumer, c'est tout simple. Okay. C'est pas compliqué. C'est juste dans les creux. Ouais, j'aimerais bien que tu me parfumes là. Donc vous êtes habillé, on ne met pas un parfum sur un vêtement. Ok. Bah, j'en apprends beaucoup hein, ce soir. Hein. Cette interview, voilà les gars, le parfum c'est sur le corps. C'est sur le corps. Dans le creux des bras. Dans les creux, derrière les oreilles. Les oreilles. Et vous pouvez vous asperger, mais très loin. Lorsqu'on met les vêtements. Voilà, parce que si vous approchez trop, il y a de l'alcool dedans qui va tacher vos vêtements. Ok. Voilà, donc très loin, vous êtes très loin, vous voyez, comme je suis. Allez-y. Vous aspergez. Vous aspergez. Parfait. C'est aussi simple. Super. C'est quoi les histoires derrière chaque nom de parfum? Alors, les histoires derrière chaque nom de parfum, c'est tout simple. Alors, quand on crée un parfum, dans le langage olfactif, on dit note de tête, note de cœur et note de fond. Donc, il y a toujours un fond, il y a toujours la base du parfum. Et en fonction de la base que moi j'utilise, je donne ce nom-là à ce parfum. Voilà. Pourquoi j'ai dit Blue Mood? Blue Mood, c'est un parfum, on va dire, gourmand. Voilà, c'est un parfum gourmand. Quand on parle de Blue Moon, c'est très souvent les gens... Comment je vais expliquer ça? C'est en anglais. On parle de passion. On parle de passion et que souvent je mets des photos. Vous allez voir, il y a même la tour Eiffel derrière, si vous regardez bien. Et c'est un soir. Voilà, donc c'est... Blue Moon, c'est un parfum que j'ai fait à base de vanille et d'agrumes. Donc j'ai mis beaucoup d'amour pour un homme... séduisant, qui est un peu, si tu veux, vous savez, les hommes amoureux, qui aiment faire la lecture, les hommes un peu distingués. Voilà. Donc c'est en fonction de ça. Vu que je rencontre pas mal de femmes souvent lors de mes interviews, je vais peut-être prendre Blue Moon, même si je ne vais pas aller en opération séduction. Mais bon, peut-être que ça pourrait séduire l'auditoire. Blue Moon, je vais le prendre tout à l'heure. Vu que tu l'as lancé en août 2020, août 2023, ça fera 3 ans que tu as lancé la marque de parfum Estelle Khan. Un bilan à mi-parcours. Alors, le bilan est très douloureux parce que quand j'ai fini de lancer ma marque de parfum, on est tombé dans la saison du Covid-19. Voilà, donc on a été stoppé. On n'a pas pu continuer à vendre ni à communiquer parce qu'on ne pouvait rien faire. Donc je rentre à Paris et j'attends que tout ça se stabilise parce que même les productions avaient cessé. On ne pouvait pas aller plus loin que ça. Et après cette douloureuse expérience, je suis restée presque 1 an et demi sans activité, sans vraiment promouvoir mon produit, sans vraiment faire tout ce que j'avais voulu faire. Donc j'ai dû fermer le bureau à Montparnasse. J'ai dû stopper tout ce qui était production, j'ai dû stopper beaucoup de choses pour attendre vraiment l'évolution des choses, parce que même pour aller en Afrique, c'était un problème.
Et on a dû stopper beaucoup de choses. J'ai vraiment repris il y a seulement, on va dire, 6 mois. 2023, forcément, va sonner l'année de l'activation par rapport au parfum Estelle Khan. C'est ce qu'on espère pour toi. Mais moi, j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai vu un peu ta page. Je vois que tu es très active sur pas mal de foires, sur pas mal d'expositions. Franchement, tu te bats super bien et je voudrais honnêtement, devant la caméra, te féliciter. Merci. Parce qu'en tant que jeune entrepreneur, tout le parcours que tu as eu et comment est-ce que tu essaies d'imposer aujourd'hui ta marque, ça force vraiment l'admiration. Et Merci. Bravo. Mais toutes ces belles expériences, lors de ces expositions, lors de ces foires, est-ce que tu peux nous les faire partager? Alors moi, tout d'abord, je suis une passionnée. J'aime entreprendre. Donc quand il y a ce genre d'événements, je fais mon effort pour ne pas manquer. Parce que pour moi, partager avec les autres ce qu'on a l'habitude de faire. Moi, je suis parfumeur, je peux rencontrer des créatrices de produits cosmétiques, de vêtements, de bijoux, de beaucoup de choses. Donc pour moi, partager nos passions, c'est quelque chose qui m'apporte moi, en fait, un plus. Donc j'aime beaucoup aller dans ce genre d'endroit. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a des gens qui me contactent pour que je vienne exposer, pour que je vienne représenter mes produits. Il y a ce côté de l'afro-business qui se développe vraiment très 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 bien. Et j'ai été chanceuse parce que je suis beaucoup contactée pour venir exposer, pour venir faire découvrir mes produits, pour venir me faire connaître. Voilà. Une idée là pour 2023, les événements auxquels tu vas participer certainement, quelques-uns. Alors, mon plus grand événement, c'est Madame Entrepreneur. Madame Entrepreneur m'a découvert sur les réseaux sociaux. Madame Gina Zaro, qui est la promotrice, m'a découvert. Elle a découvert mon travail, ma passion et m'a contacté. Elle m'a dit que vraiment tu mérites d'être à l'honneur en Côte d'Ivoire. Donc c'est un événement qui récompense les femmes ivoiriennes qui entreprennent, les femmes ivoiriennes qui créent quelque chose, qui innovent et tout dans beaucoup de choses. Et c'est comme ça que je suis devenue partenaire de Madame Entrepreneur Côte d'Ivoire. Donc ça sera le 29 avril 2023 à l'Hôtel Ivoire. Je vais exposer encore une fois pour faire découvrir à tous ces invités qui seront là. Venez exploser son stand. Hein. Estelle Khan Paris débarque sur Madame Entrepreneur, c'est le 29 avril 2023. Rendez-vous est pris à l'Hôtel Ivoire. Venez exploser son stand, qu'elle fasse voilà, un gros chiffre d'affaires, qu'elle puisse rencontrer aussi des décideurs, pourquoi pas, des passionnés avec lesquels elle va partager cette passion du parfum qu'elle a depuis toute petite. On va vers la fin de l'entretien. On a vu un parcours inspirant, une personne passionnée. C'est rare, je le dis encore, de voir une jeune dame se lancer dans un tel univers, celui de la marque, des choses de luxe, surtout le parfum. Honnêtement, quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis, mais Estelle, dans quel gros challenge tu t'es lancé? Est-ce que tu ne te poses pas souvent cette question? Souvent, j'ai même peur de moi. Parce que ça coûte très très cher de faire du parfum. Ça coûte vraiment vraiment très très cher. Mais vous savez, quand on est passionné, les chiffres ne comptent plus. Les chiffres ne comptent plus. Parce que même pour réaliser un seul parfum, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de matériel. Et je ne me décourage pas, j'y vais, je fonce. Et je me dis, un jour, ma passion va payer. Parce que quand on est passionné, on ne travaille plus. On vit sa passion. Je vis ma passion. Et si vous me suivez bien sur les réseaux sociaux, je vis ma passion. J'aime ce que je fais et j'aime entreprendre. Donc les chiffres ne comptent plus. Moi, j'avoue que je t'ai écouté avec beaucoup de fierté. S'il y a un mot que je relève là, c'est fierté et modestie. Parce que malgré tout le mérite qui est le tien, j'avoue que tu restes droite dans tes bottes. Avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de sobriété, tu essaies d'avancer. Et franchement, on croise les doigts que les choses aillent davantage. Si un message fort à faire passer, parce que là aujourd'hui, nous on a eu l'occasion d'échanger avec toi tout de même pendant 1 heure de temps, on a vu ce parcours, la petite fille de 10 ans qui débarque à l'aéroport en France, voir sa mère 8 ans après qu'elle n'avait pas vu. Waouh! Tant d'émotions qui ont failli te faire écraser des larmes. Aller à l'école à Orléans, ensuite le secrétariat médical, et aujourd'hui vivre cette passion qui t'a toujours talonné, cette passion des fleurs, de la parfumerie, et être parfumeuse aujourd'hui.
Nous, on a été très, très heureux, sincèrement, de te recevoir sur notre plateau. Merci. S'il y a un message fort que tu aimerais faire passer, ce serait lequel? Alors, le message que je peux faire passer, c'est de dire à ces jeunes Africains, à ces jeunes comme nous, réaliser son rêve, c'est tout d'abord avoir de la détermination. On peut être passionné, on peut rêver, mais il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens de réaliser ce qu'on veut et de réaliser ce qu'on veut être. Donc moi, je pense que tout part de notre détermination et tout part de notre vécu. Donc ce message que je veux passer, c'est que tout est possible à celui qui croit et celui qui a envie d'être ce qu'il est. Moi, j'ai rêvé d'être la femme que je suis et je me suis battue aujourd'hui pour être cette femme-là. Je me suis toujours battue pour être cette femme. J'ai toujours rêvé d'être assise derrière un bureau, avoir un travail, avoir des diplômes, avoir des compétences et savoir faire un métier. Voilà. Donc, c'est pas forcément le cursus scolaire qui va te guider, mais toi-même, tu peux le réaliser si tu veux. Et être en Europe et faire du parfum ou bien faire des choses qu'on dit souvent, waouh, c'est pas, si vous voulez, c'est pas forcément un rêve, c'est une décision, c'est une détermination et c'est une vision. Voilà, donc quand vous avez votre vision, allez-y jusqu'au bout. On croit que les gens vous mettront des barrières pour pas avancer, pour pas... Non, moi j'ai été aidée par un Français parfumeur qui m'a guidée jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune monsieur qu'on appelle Alberto Guardiani, qui est passionné de la mode, qui connaissait aussi ce monde de la parfumerie, que j'ai contacté, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce que toutes ces personnes autour de moi ont fait. Il y a des gens qui ont travaillé à titre gratuit pour moi, des Français, des Africains, des gens qui me soutiennent. Je suis vraiment, vraiment bien encadrée. Et il faut faire les bons choix aussi, il faut être humble. C'est pas parce qu'on a réussi à faire telle chose qu'on est au-dessus de tout le monde, non. Il faut rester humble et l'humilité précède la gloire. Une très belle motion de reconnaissance à l'endroit de toutes ces personnes, de tous ces bras qui l'ont soutenue, qui ont été là pour elle. Estelle Kane, c'est la marque de parfum. Estelle Serigbar, c'est la créatrice de cette marque de parfum. Elle parle avec, j'avoue que, comme on le dit, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Elle est reconnaissante à toutes ces personnes qui l'ont soutenue encore une fois de plus. Et j'espère qu'elle sera reconnaissante à ces personnes qui vont relayer cette vidéo, qui vont la soutenir aussi, de sorte à ce que la marque qu'elle a créée puisse aller encore plus loin. Et j'ai vu récemment une intervention du président français Emmanuel Macron que tu as mis sur, je crois, l'un de tes réels, où il parlait des entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est celui qui fait tellement de sacrifices. Et à t'entendre parler, et moi aussi en tant qu'auto-entrepreneur, pour être promoteur du média digital actupeople.net, lorsque cette jeune dame qui est en face de moi, que tu es, lorsque tu parlais, j'imaginais tout ce que tu as dû endurer comme épreuve, comme obstacle. S'il y a là des épreuves, par exemple, que tu peux faire partager, c'est vrai que tu as dit ton dernier mot, mais j'ai envie que tu nous fasses partager une épreuve, un obstacle que tu as traversé dans cette aventure. Et tu t'es dit, waouh, est-ce que je ne vais pas lâcher un matin? Est-ce que je ne vais pas lâcher un matin? C'était quoi comme épreuve? Je vous ai dit, il y a la passion et il y a tout le développement. Il y a tout un développement derrière une entreprise, derrière une passion. C'est les finances. C'est les finances, c'est ce qui fait le plus mal, ça fait mal. Mais comme je vous dis, quand on est passionné, le chiffre ne compte plus. C'est pour ça que j'ai commencé à dire merci aux femmes qui font des tontines. J'ai un groupe de tontines avec des sœurs à moi que j'adore. Ces femmes-là, je ne citerai pas de nom, mais cette jeune femme, on est très proches aujourd'hui. Elle me permettait de prendre toujours la première, parce que je devais investir. Elle me permettait de prendre toujours la première. Je vais dire son nom, Valérie. Elle me permettait de prendre toujours la première. Donc, vous savez, les finances dans le monde des affaires, c'est la clé. C'est la clé. On ne peut pas lancer sans investir. On ne peut pas faire sans investir. On ne peut pas développer sans investir. Donc, en plus, dans la parfumerie, le plus gros problème, c'est la communication. Voilà, donc il faut faire des pubs qui coûtent des milliers d'euros, il faut faire des photos
très chic. Il faut vendre le produit vraiment comme il se doit. Donc, c'est des choses qui sont super lourdes à porter les charges. Et je suis maman de 3 enfants. Je vis seule avec mes enfants. Donc, imaginez tout ce que je porte comme poids. J'avais 10 employés quand j'ai commencé. Aujourd'hui, avec le temps, moi-même, je me suis formée dans tout ce qui est logistique, tout ce qui est... en fait, toute la chaîne de production, voilà, à toutes les étapes. Je me suis formée un peu partout parce que je travaillais, j'étais à plein temps. J'ai dû arrêter le boulot pour pouvoir faire mon petit labo chez moi et commencer à faire certaines choses que je payais au fait. Donc, il y a beaucoup de sacrifices, Et comme je vous dis, quand on est passionné, le chiffre ne compte plus, mais le chiffre fait mal. Je conclue rarement les interviews en lançant des appels, c'est rare, mais pour une fois, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a décrété l'année 2023 comme l'année de la jeunesse. Et je pense que s'il y a une jeunesse assez représentative au sein de la diaspora ivoirienne, c'est bien celle qu'incarne Estelle Sirigba. Je lance cet appel au ministère de la Jeunesse, au ministre Touré Mamadou, à l'État de Côte d'Ivoire, au ministère de l'Agriculture, à tous ces ministères qui, modestement, pourront donner de la force à l'initiative de cette jeune dame. Elle est parfumeuse et elle l'a dit, le nerf de la guerre, c'est le financement. Je pense que s'il y a des mécanismes pour financer son business, je pense que ce business-là pourra porter haut aussi, on va dire, l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que s'identifier à la Côte d'Ivoire en tant que parfumeuse, comme je l'ai dit tantôt, il n'y en a pas des tonnes. Et elle est assez représentative de cette image-là, de ce qu'elle fait dans cet univers. Donnons-lui de la force. J'espère que ce message va passer. Merci de nous avoir suivis. Merci encore Estelle de nous avoir reçus dans tes bureaux. Vraiment bravo, force à toi. Et on espère que modestement ce qu'on a pu faire va te donner beaucoup de force. C'est surtout ça. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People avec à la réalisation Didi Stone pour l'équipe de Chic Image. À très bientôt pour un autre numéro. Merci encore.